Alors je sais que vous soyez étudiant en droit, en sciences politiques, en relations internationales, vous êtes sûrement au moment de votre parcours posé la question, mais attends, c'est quoi la différence entre genre Conseil européen, Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne? Alors j'ai aussi été confrontée à cette même question, du coup c'est ça qu'on va essayer de tout clarifier dans cette vidéo. Alors déjà, la première distinction hyper importante à faire, c'est entre d'un côté le Conseil européen et Conseil de l'Union européenne, et de l'autre Conseil de l'Europe. Alors en fait, on a le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen qui sont des institutions qui font partie de l'Union européenne, et on a de l'autre côté le Conseil de l'Europe qui lui n'a rien à voir, c'est une organisation à part entière qui regroupe plusieurs pays d'Europe comme par exemple la Russie ou la Géorgie qui ne font aucun cas partie de l'Union européenne. Alors déjà, le Conseil de l'Europe c'est quoi? Déjà ça a été fondé en 1949, c'est une organisation qui compte aujourd'hui 47 États membres, son siège est à Strasbourg, il est composé d'un secrétariat, d'un conseil des ministres, d'une assemblée parlementaire. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que c'est comme une organisation qui a moins de visibilité et dont on parle moins en fait tout simplement que l'Union européenne, tout simplement parce que en fait c'est une organisation qui fonctionne sur une base intergouvernementale. Donc en fait il faut vous dire qu'il faut l'unanimité des 47 États membres pour qu'une décision soit prise. Donc je pense que vous vous rendez bien compte que très peu de décisions sont prises en fait, tout simplement parce qu'on a des États comme la Russie, comme la France, comme l'Allemagne, l'Azerbaïdjan qui ont tout simplement des intérêts très divergents, donc c'est très difficile d'atteindre l'unanimité de 47 États. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que la définition de l'Europe qui est donnée par le Conseil de l'Europe, elle est beaucoup plus large que celle qui est donnée par l'Union européenne. Puisqu'en fait, le Conseil de l'Europe a accepté des États tels que la Russie, la Turquie, les pays du Caucase comme l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, qui ne sont pas membres de l'Union européenne par exemple. Donc c'est vraiment une définition qui est du coup beaucoup plus large et qui accepte vraiment beaucoup de pays européen au sens large du coup. Pour adhérer au Conseil de l'Europe, il faut en principe être un pays démocratique, un pays qui respecte les droits humains, les minorités, etc. Parce qu'en fait, le Conseil de l'Europe veut être une organisation qui est vraiment en fait promotrice de ces valeurs de démocratie, de droits humains, etc. Bon, on peut quand même se dire que c'est un peu paradoxal au vu des pays qui sont dans cette organisation. Voilà. D'ailleurs, sur la carte que je viens de vous projeter, vous avez peut-être dû voir que la Biélorussie ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que la Biélorussie est un pays qui pratique encore aujourd'hui activement la peine de mort. Et du coup, c'est vraiment l'une des raisons principales qui fait que la Biélorussie ne peut pas rejoindre aujourd'hui le Conseil de l'Europe. Alors, je vous ai dit que le Conseil de l'Europe n'a pas produit vraiment de grosses décisions depuis sa création. Mais il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui est un produit du Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ça a été signé par les États membres du Conseil de l'Europe et c'est entré en vigueur en 1953. Et en fait, c'est une convention qui permet de protéger les droits humains et les libertés fondamentales et qui est gérée par une cour de justice qui est indépendante des États. Alors en fait, la Convention européenne des droits de l'homme, elle peut être utilisée que quand on a épuisé tous les moyens de recours à l'intérieur de notre État. Donc par exemple, si on est français, il faut passer par tous les tribunaux français possibles avant de pouvoir utiliser la Convention européenne des droits de l'homme. Donc en fait, c'est vraiment si, par exemple, vous n'êtes pas satisfait des décisions qui ont été rendues par les tribunaux français ou que voilà, qu'elles ne vous donnent pas raison, là on peut passer par la Convention européenne des droits de l'homme. Ok, maintenant la deuxième distinction qu'il faut faire, c'est du coup entre Conseil européen et Conseil de l'Union européenne. Alors c'est parti. Donc je vais essayer d'être assez bref, je vais commencer déjà par le Conseil européen. Donc déjà, le Conseil européen, c'est la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne, avec en plus les 3 plus hauts fonctionnaires de l'Union européenne, à savoir le ou la présidente de la Commission européenne, le ou la présidente du Conseil européen et le ou la haute représentante de l'Union. Alors aujourd'hui, on a une présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, on a un président du Conseil européen qui est Charles Michel, et on a un haut représentant qui est Josep Borrell. Et le Conseil européen, il adopte des décisions politiques et pas des décisions juridiques. En fait, en termes officiels, on appelle ça des conclusions et pas des décisions. Et du coup, il n'y a vraiment pas d'acte législatif. Donc c'est vraiment juste des orientations qui sont données par le Conseil européen. Et donc, sauf exception, le mode de prise de décision dans le Conseil européen se fait par consensus. Donc il n'y a pas de vote à la majorité. Donc ça veut dire qu'il y a un peu chaque État qui peut bloquer l'autre. Et en fait, dans les votes, les fonctionnaires, donc les 3 fonctionnaires de l'Union européenne dont on vient de parler, eux ne participent pas, il y a vraiment que les 27 chefs d'État ou de gouvernement. Mais évidemment, il y a des exceptions à cette règle de prise de décision par consensus, mais je vais pas les expliquer dans cette vidéo, j'essaierai de faire une vidéo dédiée en fait au Conseil européen où je donnerai toutes ces exceptions. Alors maintenant pour le Conseil de l'Union européenne. Alors déjà il faut savoir que ce conseil a plusieurs noms. Donc en fait on peut l'appeler soit Conseil de l'Union européenne, soit Conseil des ministres ou tout simplement
le conseil. Alors moi, je sais que en classe, on l'appelait le conseil des ministres, justement pour bien faire la distinction avec le conseil européen, parce que c'était un peu plus pratique que le conseil européen, le conseil de l'Union européenne. Donc voilà. Alors en fait, le Conseil de l'Union européenne, il exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. Et donc ce Conseil de l'Union européenne, il est composé de 27 ministres, en fait, donc un par État membre. Et de quel ministre il s'agit, ça dépend tout simplement du thème qui est abordé au sein du Conseil de l'Union européenne. Donc par exemple, si on est sur une réunion en rapport avec la santé, et ben en fait ça va être les 27 ministres de la santé, donc des 27 États membres, qui vont participer à la réunion. Si c'est pour l'environnement, ça va être le ministre de l'environnement, sur les affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères, etc. Je pense que vous avez compris le fonctionnement. Donc en fait, les réunions du Conseil de l'Union européenne, elles sont présidées par un État qui va l'être pendant 6 mois. Donc en ce moment c'est le Portugal, puis en fait après ça change entre les 27 pays de l'Union européenne. Et aussi, le Conseil de l'Union européenne, il est aidé et dirigé par un secrétariat général qui regroupe environ 3000 personnes. Et en ce moment, le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est... Alors, attendez, je vais le lire. Jeppe Tranholm Mikkelsen, en espérant que c'est bonne prononciation. Ok, donc il y a encore deux choses que j'aimerais vous dire par rapport au Conseil de l'Union européenne. La première, c'est déjà comme je vous l'ai dit, c'est que le Conseil de l'Union européenne exerce conjointement avec le Parlement européen la fonction législative, mais en fait, le Conseil de l'Union européenne a un poids prépondérant par rapport au Parlement européen pour la fonction législative. Donc voilà, on peut essayer un peu de comparer le système de l'Union européenne avec le système des États-Unis. Alors en fait, aux États-Unis, pour qu'une législation soit adoptée, il faut l'accord des deux chambres. Donc on a la chambre haute qui représente les États, qui est le Sénat, et on a la chambre basse qui représente les individus, qui est la chambre des représentants, ou la House of Representatives. Et dans l'Union européenne, c'est un peu la même chose. On a du coup la chambre haute qui représente les États, qui est le Conseil de l'Union européenne, et la chambre basse qui est le Parlement européen. Mais en fait, aux États-Unis, ces deux chambres sont sur un pied d'égalité, alors que dans l'Union européenne, c'est pas le cas. On a une chambre qui est prépondérante par rapport à l'autre, en l'occurrence le Conseil de l'Union européenne. Et en fait, il y a deux raisons principales à cela. Donc déjà, la première, c'est qu'il y a certains domaines où le Parlement européen n'est pas consulté et où il n'est pas co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. Et la deuxième raison, c'est que l'Union européenne n'est pas une véritable fédération. Donc en fait, les États ont encore beaucoup de poids et du coup, ils ont tendance à privilégier le Conseil de l'Union européenne. Et enfin, la deuxième chose que je voulais dire par rapport au Conseil de l'Union européenne, c'est que les décisions sont prises à la majorité. Donc c'est pas la majorité simple, c'est une majorité qualifiée et pondérée, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait au moins 55% des États membres de l'Union européenne qui représente 65% de la population de l'Union européenne. Donc voilà, donc c'est pas genre 14 États sur 27, il faut environ 16 États sur 27 qui représentent 65% de la population européenne pour que la décision soit prise. Et du coup, c'est quand même une grosse avancée, c'est assez original comme dans l'Union européenne parce que ça veut dire quand même qu'il y a des États qui peuvent être mis en minorité, donc ça c'est pas top, mais d'un autre côté c'est une super mesure parce que ça permet d'être plus efficace quand on veut prendre des décisions qu'une prise de décision à l'unanimité par exemple. C'est vrai que ça a été assez dur à mettre en place, mais maintenant qu'on l'a, on est content quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces trois institutions, donc j'espère que maintenant vous ferez plus jamais la faute et que vous saurez distinguer très clairement Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne et Conseil européen. En tout cas voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que vous avez retenu quelque chose. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!